7-9 de l'été, Pierre Veille sur France Inter. Notre invitée ce matin, Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Députée Les Républicains des Yvelines, candidate à la présidence de la région Île-de-France lors des élections régionales de décembre. Fin de la trêve estivale pour le gouvernement. Il fait sa rentrée ce matin en Conseil des ministres dans un contexte économique morose, croissance zéro au deuxième trimestre, pas d'inversion de la courbe du chômage. Comment faire plus pour la croissance et l'emploi, Valérie Pécresse ? Ce qui me frappe, c'est l'agenda du Conseil des ministres de rentrée qui me semble particulièrement, profondément déphasé par rapport à ces urgences sociales dont vous parlez, le chômage, la croissance zéro, mais aussi la question des migrants, qui va être évidemment une question politique et sociale majeure de cette rentrée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, me dites-vous ? Je crois honnêtement que le gouvernement devrait faire son mea culpa et revenir sur une des premières décisions, enfin deux des premières décisions du quinquennat. La première, supprimer la TVA anti-délocalisation. Vous savez, c'était l'idée de taxer les biens d'équipement qui sont largement importés pour baisser les charges sur le travail. Si on baissait aujourd'hui les charges sur le travail, on permettrait à la filière agricole de baisser ses prix, on permettrait aux PME françaises d'être plus compétitives, on permettrait aujourd'hui à la croissance de redémarrer. Et la deuxième décision qui a plongé le pays, me semble-t-il, à la fois dans la morosité et en même temps qui lui a fait perdre une partie de sa compétitivité, c'est la refiscalisation des heures supplémentaires qui est à l'origine, malheureusement, de la poursuite de la désindustrialisation du pays. Voilà deux propositions très concrètes que le gouvernement pourrait mettre en œuvre très vite. Et pour lutter contre le chômage ? Ah bah écoutez, je vous assure que si on ranime la croissance, si on rend les entreprises françaises plus compétitives, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une conjonction des facteurs qui ne se retrouvera jamais. L'euro est faible, les carburants sont faibles, enfin le prix des carburants est faible et les taux d'intérêt sont très bas. Si on ne profite pas de ce moment pour développer en France des nouvelles technologies, des nouvelles entreprises, faire grandir nos PME, exporter, moi je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera. Ceux qui vous écoutent peuvent-ils vous croire ? Ce matin, vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy et pendant sa présidence de 2007 à 2012, on a compté 783 000 chômeurs de plus en catégorie A. Oui, mais nous avons traversé, on ne refait pas l'histoire, en 2009, une crise qui a touché tous les pays du monde. La différence, monsieur Veil, c'est qu'au moment où le chômage a augmenté entre 2007 et 2012, il augmentait partout en Europe. Aujourd'hui, le sujet, c'est que nous faisons moins bien que le reste de la zone euro. Donc, moi, je défends des réformes que j'ai portées. Je ne défends pas des réformes que je n'ai pas faites. Je défends la TVA anti-délocalisation. Vous savez que j'étais ministre du budget. C'est moi qui l'ai défendue au moment où nous étions au pouvoir. Donc, je défends des réformes dans lesquelles j'ai cru et qui, me semble-t-il, avaient et pouvaient avoir un impact très fort. Alors, la TVA anti-délocalisation, vous allez me dire, on l'a faite trop tard. Oui, on l'a faite trop tard. Ce n'est pas une raison pour la détruire par idéologie. Valérie Pécresse, vous avez évoqué les migrants. Sur les 7 premiers mois de l'année, le nombre de migrants a atteint 340 000. Les Syriens et les Afghans constituent la majeure partie de ces migrants entrés illégalement en Europe. Avons-nous le devoir d'accueillir dignement ceux qui fuient la violence et l'oppression ? Mais il faut distinguer très clairement deux choses. Le droit d'asile, qui est un droit imprescriptible, qui est un droit, j'allais dire, humanitaire premier. C'est-à-dire que quand on est en danger dans son propre pays, la France a le devoir de vous accueillir. Donc il y a les demandeurs d'asile qui fuient la Syrie, qui fuient Daesh, qui fuient des conflits qui sont épouvantables. Et puis, il y a les pays sûrs, les pays dans lesquels on n'est pas en danger. Et moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est le silence de la France sur cette question. Il faut que Angela Merkel saisisse l'Europe, que l'Allemagne nous dise qu'il y a aujourd'hui nécessité d'avoir une solution européenne sur cette question et de distinguer les pays sûrs des pays dans lesquels les ressortissants sont en danger vital. Qu'est-ce que vous appelez les pays sûrs, des exemples ? Les pays sûrs, c'est défini par le droit par le droit national. Typiquement, des pays d'Afrique qui sont des pays de migration, mais qui ne sont pas des pays dans lesquels on est en danger. Un exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, enfin des pays dans lesquels on accueillerait des migrants, mais qui sont le Mali aujourd'hui est un pays qui est un pays de danger. Mais il y a
il faudrait qu'on fasse une définition européenne des pays sûrs. C'est la proposition d'Angela Merkel, parce que si on faisait cette définition, eh bien, on aurait aujourd'hui une base européenne pour l'accueil des populations en danger. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et son homologue britannique signeront demain un accord de coopération à Calais. Il portera sur la sécurité du site, la lutte contre les filières criminelles de passeurs et le dispositif humanitaire destiné aux migrants à Calais. Bonne chose ? Il est évident que les Britanniques ne peuvent pas laisser la France seule face à cet accueil des migrants qui sont en transit vers la Grande-Bretagne. Mais soyons quand même, allons jusqu'au bout des choses, ne soyons pas hypocrites et disons à nos partenaires britanniques que le fait qu'ils autorisent de fait les étrangers en situation irrégulière à travailler sur le sol britannique crée un appel d'air qui fait qu'on aura toujours un problème à Calais. Autre dossier. Il faut harmoniser les conditions d'accueil des migrants en Europe. On a besoin d'une réponse européenne. Et ça a été le mérite d'Angela Merkel de le dire. Et moi, je regrette aujourd'hui que la voix de la France ne soit pas plus forte en Europe. Autre dossier, Valérie Pécresse. Si Jean-Marie Le Pen est exclu du Front National lors du bureau exécutif qui se réunit demain, le FN gagne-t-il, selon vous, en respectabilité? Devient-il encore plus redoutable pour vous? Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que Marine Le Pen fuit la confrontation avec son père, puisqu'elle ne sera pas présente dans ce Conseil national du Front National qui devrait, paraît-il, exclure Jean-Marie Le Pen. Et moi, je me pose la question de savoir pourquoi elle fuit cette confrontation. Est-ce que c'est pas parce qu'elle n'a pas envie de se voir dans le miroir? Est-ce que c'est pas parce qu'elle refuse de reconnaître qu'en réalité, elle a hérité de ce parti et qu'elle a hérité avec ce parti de toute une série de personnalités, de toute une série d'idées qui sont profondément contraires à l'esprit de la République? Nicolas Sarkozy a-t-il raison lorsqu'il dit que 2017 se gagnera en persuadant une bonne partie des électeurs du FN de voter pour la droite? Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a une désespérance d'une grande partie des Français qui ne croient plus à la politique. Et nous devons, par des solutions très concrètes, des réponses très concrètes à leurs problèmes, nous devons les convaincre de revenir vers nous. Donc le sujet aujourd'hui, c'est simple. Le Front National, aujourd'hui, est un allié objectif du Parti Socialiste. Si on vote Front National, on empêche l'alternance dans notre pays. Si vous voulez gagner en 2017, alors c'est quoi la bonne stratégie? Des propositions concrètes, des solutions concrètes. Je vous ai parlé de la baisse des charges sur le travail, je vous ai parlé de la défiscalisation des heures supplémentaires. Il y aura un certain nombre de réformes à faire. Au niveau de la région, puisque aujourd'hui mon combat, vous l'avez compris, est régional, moi je suis persuadée que les régions ont en partie des leviers pour réparer les dégâts de la politique du gouvernement. Pourquoi? Parce que les régions, c'est la compétence du développement économique, c'est la compétence de la formation professionnelle et de l'apprentissage, des lycées, de l'université, de la recherche, du transport, du logement. Donc vous voyez bien qu'il y a des leviers d'investissement dans les régions qui peuvent venir aider dans une période où le principal fléau, c'est le chômage. Donc des propositions concrètes. J'en ai fait une. 2 milliards d'euros de subventions versées par la région Île-de-France chaque année. J'ai dit, chaque subvention sera conditionnée à l'accueil d'un jeune dans le milieu de l'emploi. Et par tranche de 20 000 euros, je souhaite qu'on offre une proposition de stage, d'apprentissage, de contrat d'insertion à des jeunes et que ce soit un donnant-donnant. Ça peut créer 100 000 premiers contacts avec l'emploi pour des jeunes d'Île-de-France. Et celui qui présente actuellement des propositions vraiment concrètes pour la présidentielle de 2017, c'est toujours François Fillon, selon vous, votre préféré? François Fillon a fait un formidable... Vous avez apporté votre soutien à François Fillon dans la perspective des primaires? Non, pas du tout. Je n'ai pas pris du tout parti dans cette perspective des primaires, comme vous dites, parce que je crois que ce n'est pas le calendrier. Aujourd'hui, le sujet, c'est le rassemblement de la droite. Et tous les électeurs nous le disent tous les jours. Et moi, je le dis d'ailleurs à tous ceux qui ont l'ambition d'aller aux primaires en 2017, ils doivent se fixer comme priorité aujourd'hui de se rassembler pour cette échéance des régionales. Les régions, ça n'est pas un petit... Non, mais attendez. On va y venir, on va y venir dans l'interactive. Monsieur Veil, pardon. Aujourd'hui, ça n'est pas le moment de déclencher une bataille d'ego ou une bataille de sensibilité au sein des Républicains. Aujourd'hui, l'heure est au rassemblement de la droite et du centre pour créer les conditions de l'alternance dans des régions qui sont très importantes pour la croissance économique, pour le logement, pour les transports et pour
l'emploi. J'avais lu pourtant que vous souteniez François Fillon. Non, Voilà. je suis très proche de François Fillon. Oui. Je pense que François Fillon aujourd'hui est celui qui, pour l'instant, a fait le plus gros travail programmatique. Et surtout, je suis une réformatrice, Monsieur Veil. Et moi, tous les candidats de mon parti qui soutiendront les idées de réformes, et notamment des réformes qui nous permettront d'être plus innovants, d'être plus créatifs, d'être plus compétitifs, eh bien, auront mon soutien. Valérie Pécresse, vous restez avec nous. France Inter, le 7-9 de l'été, intervenez. Valérie Pécresse, qui est notre invitée, députée des Républicains des Yvelines et candidate à la présidence de la région Île-de-France lors des régionales au mois de décembre. Un appel, c'est Laurent à Perpignan. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Allez-y, Valérie Pécresse vous écoute. Bonjour Madame Pécresse. Bonjour. Je réagis très favorablement à votre prise de parole concernant la défiscalisation des heures supplémentaires, qui a été la première réforme annulée par le président de la République au début de son mandat. Je me bats becs et ongles pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui personne ne réagit plus vivement à cette situation, puisque très réellement, au niveau de l'emploi, moi je suis patron d'une PME de 6 salariés, notamment dans la restauration, mes salariés ne voient aucun intérêt à cette réforme, puisqu'ils ne demandent pas à travailler moins, mais justement à travailler plus. Mais pour certains, le fait de ne plus avoir d'heures supplémentaires défiscalisées leur fait passer un barème au-dessus. Donc aujourd'hui, il leur fait payer une partie d'impôts qu'ils n'auraient pas à avoir. Et pour nous, chefs d'entreprise, la difficulté, c'est ces charges qui ne font que constamment augmenter et donc qui diminuent la possibilité, effectivement, de pouvoir créer de nouvelles embauches. Voilà. Laurent, écoutez, je pense que Valérie Pécresse approuve tout ce que vous dites. Non, mais je crois que sur cette histoire des heures sup défiscalisées, il y a une profonde erreur. C'est l'idée que si on supprime les heures sup défiscalisées, Laurent va embaucher des salariés supplémentaires. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai été pendant plusieurs jours dans une PME d'Île-de-France et ce qu'ils m'ont dit, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que des PME d'Île-de-France, parce que le coût du travail aujourd'hui est trop cher dans notre pays, elles refusent des commandes. Et elles refusent d'embaucher parce que justement, elles ont peur. Elles ont peur de toutes les contraintes administratives, elles ont peur de toutes les charges qu'elles se mettent sur les épaules. Et donc, si vous voulez, moi je ne supporte plus de voir des chefs d'entreprise qui me disent « je veux pas grandir, je veux pas prendre des nouvelles commandes parce que c'est trop difficile, parce qu'il faut que je fasse l'avance de trésorerie, parce que les grands groupes me règlent avec du retard, et puis parce que je ne peux pas recruter tout de suite des salariés, supplémentaires, me mettre une responsabilité supplémentaire sur les épaules, sans être sûr que ce chiffre d'affaires nouveau, je pourrais le pérenniser dans la durée. » Donc en réalité, on a rendu les chefs d'entreprise frileux, et on les a désincités à grandir. Et moi, je veux aujourd'hui que tous les chefs d'entreprise français aient envie de grandir. L'agriculture française voit ses parts de marché se réduire face à des concurrents étrangers qui jouent la carte de l'agriculture en grand, un peu à l'américaine. Est-ce qu'il faut adapter nos modes de production ? Le sujet, il est simple. Aujourd'hui, il y a des coûts du travail agricole qui sont beaucoup moins élevés dans un certain nombre de pays qui sont proches, et notamment l'Allemagne. L'Allemagne qui vient d'instaurer un salaire minimum, l'Allemagne qui n'est pas un pays de non-droit. Le sujet aujourd'hui, c'est que, je dois à l'honnêteté de dire qu'on a essayé, il y a 5 ans, quand j'étais ministre du Budget, de baisser les charges sur le travail agricole spécifiquement. On s'est fait retoquer par Bruxelles, qui a dit on ne peut pas faire une aide à la filière agricole spécifique. Donc il faut faire une baisse des charges qui soit globale. Aujourd'hui, le sujet de la compétitivité française, c'est les charges sur le travail. Si on veut baisser les charges sur le travail, il faut une autre fiscalité. Nous avions proposé d'augmenter la TVA sur les biens d'équipement. Ces biens d'équipement sont largement importés. Donc on taxerait tous ceux qui... Et l'idée de taxer des biens importés, c'est de dire à Samsung, à tous les grands producteurs de biens d'équipement, à Volkswagen, venez produire vos biens en France, et comme ça, ils seront moins taxés, et ils seront moins chargés. Et donc, vous aurez une incitation à les produire en France. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est comment on relocalise de l'emploi en France. Et puis aussi, comment on désincite au travail dissimulé. Parce que le sujet aussi de toutes ces charges sur le travail, c'est que ça incite au travail au noir et ça incite à l'évasion fiscale. Et ça, c'est très mauvais pour le pays. Est-ce qu'il faut changer nos modes de production ? Je reviens à l'élevage avec des exploitations beaucoup plus grandes, un peu à l'américaine.
Mais c'est pas ce que demandent les agriculteurs aujourd'hui, c'est pas ce que demandent les éleveurs. Ce que demandent les agriculteurs et ce que demandent les Mais ça éleveurs, peut être c'est plus simplement... compétitif. Bah oui, mais ils demandent une baisse des charges. Ils demandent une simplification des normes. Ils ne demandent pas à faire de l'élevage hyper intensif et différent de ce qu'ils font. C'est pas ce qu'ils m'ont demandé. Moi, quand j'ai été voir les éleveurs franciliens, ce qu'ils veulent, c'est faire de la qualité. Ce qu'ils veulent aussi, c'est qu'on consomme des produits français en circuit court, notamment dans les cantines. C'est quand même ça pose question de se dire qu'aujourd'hui, dans les cantines publiques, on consomme majoritairement de la viande étrangère. Alors, si j'étais présidente de région, évidemment, j'essayerais de travailler en circuit court pour les lycées d'Île-de-France. Normalement, la loi de Bruno Le Maire le permet, mais il y a une incertitude juridique aujourd'hui et certaines collectivités qui essayent de travailler sur les circuits courts se font condamner par l'administration parce qu'elles ne respectent pas les règles de marché public. Nous avons besoin que le gouvernement clarifie cette possibilité de recourir à des circuits courts pour avoir en Île-de-France des produits franciliens et des produits français. Alors, vous parlez de l'Île-de-France. Si vous êtes élue présidente de la région Île-de-France, quels sont les changements rapides, concrets, que les franciliens verront au bout de quelques mois dans deux secteurs très importants pour eux, les transports et le logement? Sur la question du logement, c'est simple. Je crois qu'il faut aujourd'hui construire en Île-de-France. J'ai créé un club des maires reconstructeurs. Vous savez qu'en Île-de-France, en 2014, il y a 54 villes de plus de 5000 habitants qui ont basculé à droite. J'ai réuni tous les maires, les nouveaux maires de ces villes et je leur ai dit, il faut que vous construisiez, il faut que vous reconstruisiez vos villes et ils en sont tous d'accord. Et j'ai travaillé aussi avec un certain nombre de maires qui sont installés depuis longtemps. Et l'idée c'est quoi? C'est de casser les ghettos en Île-de-France, c'est-à-dire de détruire et reconstruire des quartiers entiers en y mettant davantage de mixité sociale. Et je le dis très concrètement, je pense qu'on a fait une erreur majeure en empilant le logement très social sur le logement très social au même endroit, dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers. On a tué la mixité sociale, on a fait des écoles ghettos, on a créé des conditions d'insécurité. Et aujourd'hui, quand Manuel Valls parle d'apartheid, je dis qui est responsable de l'apartheid? Les élus qui ont pas joué le jeu de cette mixité sociale. Donc il faut construire beaucoup. Et il faut aussi qu'on arrête de financer du logement très social là où il y en a déjà plus de 30%. Et si je suis présidente de région, je financerai du logement intermédiaire pour les classes moyennes et de l'accession sociale à la propriété. Et les transports? Alors sur les transports, la situation est très complexe. Il faut absolument qu'on arrive à financer un plan de modernisation digne de ce nom. Aujourd'hui, je suis inquiète parce que l'argent n'est pas là. La gauche, les socialistes ont privilégié la baisse des tarifs. Moi, je maintiendrai le pass Navigo à 70 € qui va être instauré en septembre parce qu'il n'est pas question de jouer avec le pouvoir d'achat des franciliens. J'assumerai les décisions qui ont été prises, mais je financerai cette baisse du pass Navigo par une baisse des dépenses et par un certain nombre de mesures qui permettront de ne pas amputer un programme d'investissement dans les transports qui est la priorité absolue pour l'attractivité de l'Île-de-France et pour la qualité de vie. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Lutte contre la fraude dans les transports, 200 millions de manques à gagner sur la fraude dans les transports et pour l'instant on ne fait rien. J'ai proposé que les franciliens aient l'obligation, comme les conducteurs, comme ceux qui prennent l'avion, d'avoir sur eux des papiers d'identité. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est que quand on met des contrôleurs, et on en met beaucoup, sur les lignes SNCF et RATP, eh bien on a un taux de recouvrement des amendes de moins de 10%. Pourquoi ? Parce que les fraudeurs d'habitude, ils ne donnent pas leur vraie identité. Comme ils ne donnent pas leur vraie identité, on ne peut pas récupérer les amendes. Donc je souhaite aujourd'hui que quand on n'a pas son ticket valide, on puisse être contrôlé et on puisse être retenu pendant un certain temps, tant qu'on n'a pas prouvé son identité. Ce qu'on fait pour quelqu'un qui conduit sans permis de conduire, par exemple, ça permettrait de récupérer au moins 100 enfin une bonne partie de cette fraude. Retenu un certain temps ? Ben oui, comme vous savez, vous êtes automobiliste. Si vous oubliez votre permis de conduire et qu'on vous contrôle, on vous retient jusqu'à ce que vous ayez prouvé votre identité. Ça s'appelle une procédure de vérification d'identité. Ça peut durer jusqu'à 4 heures. C'est très handicapant et ça me paraît très gênant pour les fraudeurs. Ça les incitera peut-être à payer la prochaine fois leur ticket. Sarah Guibaudot, les réseaux sociaux, des questions pour Valérie Pécresse. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la baisse du pass Navigo en Île-de-France, elle va être financée, en tout cas pour l'année 2015, par les crédits de la formation professionnelle. À un moment où on a 3,5 millions de chômeurs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision ? Alors une question de Paris-Ansais, l'association qui, comme son nom l'indique, aime le vélo. Valérie Pécresse, la bicyclette prend-elle trop de place en Île-de-France ?
Non, au contraire. Moi, je suis favorable à ce qu'on développe tous les modes de circulation douce. Le sujet, d'ailleurs, c'est aussi le vélo électrique. Parce que malheureusement, il y a des territoires en Ile-de-France où ça monte, et je suis bien placée pour en parler, étant élue du plateau de Saclay, de la vallée de la Bièvre et de la vallée de Chevreuse, ça monte et ça descend. Donc le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut effectivement qu'on continue à développer les circulations douces. Et d'ailleurs, quand nous ferons le Grand Paris, puisque ce formidable projet est sur les rails, il faut là aussi trouver les financements, quand nous ferons le Grand Paris, il faut absolument penser les gares du Grand Paris en intermodalité, avec des parkings sécurisés pour les vélos. Parce que si on oublie les parkings sécurisés, eh ben, on aura du mal à amener les cyclistes dans les gares. Des questions à propos de la stratégie de Nicolas Sarkozy qui chasse un peu sur les terres du Front National. On nous demande, est-ce que Nicolas Sarkozy a raison de dire non au repas de substitution dans les cantines scolaires et d'être favorable à l'interdiction du port du voile à l'université? Et puis, a-t-il raison de poser la question du droit du sol? Alors, sur la question des cantines, c'est un sujet qui est un sujet récurrent. Vous savez qu'on a en France une spécificité qui sont les cantines scolaires, hein, qui est un service public très typique français, puisque dans beaucoup de pays, les enfants viennent avec leur repas à l'école. Pourquoi on a voulu les cantines scolaires? C'est une mesure éminemment sociale. L'idée, c'est que tous les enfants de France doivent manger des repas équilibrés à des prix qui sont des prix conformes aux moyens de leurs parents. Nous nous sommes beaucoup battus d'ailleurs à la région Île-de-France, les Républicains et l'UDI, pour qu'il y ait un système de quotient familial dans les cantines qui est en train de se mettre en place. Je suis pour la diversité alimentaire dans les cantines. On doit proposer à tous les enfants qui le souhaitent des repas équilibrés. Maintenant, le sujet, il est simple. Pas de repas communautaires dans les cantines. On doit pouvoir continuer à servir du porc dans les cantines et on doit en même temps avoir des repas équilibrés. Donc moi, je suis pour la diversité alimentaire dans les cantines. L'interdiction du port du voile à l'université? Alors, sur la question du prosélytisme islamiste à l'université, il y a une vraie question. Et moi, je crois qu'il faut qu'on soit absolument intransigeant sur le mode de fonctionnement des universités. On n'a pas à accepter de donner des salles de prière dans les universités. Ça n'est pas le lieu. On doit être totalement intransigeant sur la laïcité dans le cadre de l'université. La question du voile, j'allais dire, il ne faut pas que ce soit une question un iceberg qui cache vraiment, le sommet d'un iceberg. Il y a des sujets liés au prosélytisme islamique dans l'université. Il y a des questions, par exemple, à certains moments, des professeurs qui se font agresser parce qu'ils évoquent certains sujets, certains programmes. Et ça, on ne doit pas l'accepter. On doit pouvoir tout enseigner à l'université et les enseignants doivent se sentir libres. Sur la question du voile, ma position, elle est très simple. Quand on est mineur, le service public laïque de l'éducation doit être totalement neutre. On ne doit pas tolérer le voile. Quand on est majeur, on a le droit de marquer son appartenance religieuse dès lors qu'on respecte les lois de la République. Mais je voudrais venir quand même sur cette question du voile, parce que moi, j'ai un problème. C'est que l'interdiction de la burqa n'est pas respectée dans notre pays. J'ai posé la question à Manuel Valls. Il a évité de me répondre. Il a dit que je faisais de la provocation. Il n'a pas voulu répondre. Le Front National, dont on me dit qu'il a des solutions à proposer, lui a dit qu'il était contre l'interdiction de la burqa. Alors moi, je le dis, aujourd'hui, moi, je n'accepterai pas de vivre dans une région dans laquelle il y a des femmes qui sont intégralement voilées. C'est contraire aux lois de la République et cette loi, on doit la faire respecter. Et je le dis, et je l'ai dit encore récemment, à des responsables de la communauté musulmane de France. Vous l'avez constaté dans votre département que cette loi? Mais je l'ai constaté dans toute la région. Et quand je me retrouve face à une femme voilée intégralement, je lui dis, c'est interdit, madame. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Eh ben, en général, elle s'enfuit et elle part très très précipitamment. Je ne suis pas la police, c'est pas à moi de la verbaliser, mais je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on fasse respecter et qu'il y ait aujourd'hui des amendes pour ceux qui payent les amendes à la place des femmes intégralement voilées. Parce que ça aussi, ça existe. C'est-à-dire qu'on met une sanction pécuniaire et cette sanction pécuniaire est payée par d'autres. Ça n'est pas acceptable dans la République. Ça s'appelle essayer de frauder la loi. Juste un point, on nous a aussi posé la question, le droit du sol. Nicolas Sarkozy a-t-il raison de peut-être relancer ce débat? Je suis favorable à un droit du sol qui soit un droit de la volonté. Je suis favorable à ce que quand on est né en France, on décide de devenir français à sa majorité. Je pense que le droit du sol ne doit pas être automatique. C'est pas j'y ai droit. C'est
je veux devenir français. Le droit du sol doit être un acte de volonté. Sarah Guibaudot, les réseaux sociaux. Pour revenir sur le logement, Valérie Pécresse, Maëva vous demande ce que vous voudriez faire pour les mairies de droite qui refusent les 20% de logements sociaux. La loi existe, il y a des sanctions, il faut les appliquer. Et il faut essayer de travailler avec ces mairies pour dégager du foncier disponible, parce qu'un certain nombre de ces mairies n'ont pas forcément de réserve foncière. Mais j'y travaille. Par exemple, l'autre jour, j'étais avec une ville qui est carencée en logement social, qui est la ville de Montmorency, qui est en même temps dans le Val d'Oise, qui est une ville magnifique, avec des maisons magnifiques et anciennes. Donc c'est vrai que c'est un crève-cœur pour le maire, et puis ça coûterait extrêmement cher de détruire des maisons anciennes pour construire du logement social. Mais on est en train de travailler, et on s'est dit, est-ce qu'il y a une réserve foncière à Montmorency ? Oui, il y a le fort de Montmorency qui appartient à l'État. Et peut-être si l'État acceptait enfin de céder ces terrains sur le fort de Montmorency, on pourrait construire un nouveau quartier pour les jeunes montmorencéens et pour tous les habitants d'Île-de-France. Valérie Pécresse, merci beaucoup. Il y a des solutions, c'est ça ce que je veux vous dire. Mais il faut y travailler et voilà. il faut être vraiment sur le terrain. Le temps a passé très vite. Merci beaucoup d'avoir accepté.